Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Mais déjà, je suis très satisfait que le public ait répondu à notre invitation. C'est la 3e édition et comme j'ai eu l'occasion de dire, maintenant c'est devenu une tradition. Le thème, c'était la convergence, cette nécessité qu'il puisse y avoir des passerelles d'un territoire à l'autre. Moi-même, je suis intervenu sur 3 points, sur le rapport avec la France, notre positionnement dans le monde et surtout la nécessité de mettre en place des stratégies territoriales parce qu'aujourd'hui, nous devrions prendre conscience que nous avons donc des atouts, on représente donc des opportunités et pour que tout cela puisse se traduire dans des politiques publiques beaucoup plus efficaces. Le regard de la France vis-à-vis donc de ces outre-mer, c'est trop souvent un territoire de rattrapage, un territoire d'handicap, de réparation. Et nous, même si nous nous considérons ainsi, nous n'aurons pas cette démarche de courage et de responsabilité pour aller plus en avant. Et puis des stratégies, j'ai évoqué donc le problème donc de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique. Ce sont donc des objectifs qui peuvent être atteints. Et moi, en tant que politique, c'est de fixer le cap, c'est de créer les conditions et à charge pour tout le monde d'apporter aussi sa contribution. Sentez-vous être accompagné par le peuple dans votre exercice? Je connais la difficulté de notre peuple puisque comme j'ai eu l'occasion donc de dire, le matin il se réveille indépendantiste, le midi il est autonomiste, le soir il se dit oh, mais finalement le système dans lequel nous sommes n'est pas si mauvais que ça. Donc il y a en permanence cette difficulté, cette complexité où on aura une revendication très révolutionnaire et après une revendication très assimilationniste. Donc c'est mon rôle en tout cas de donner ma vision, de dire ce que je veux. Et après, on y adhère ou pas. Mais je suis convaincu qu'une pensée, c'est au fur et à mesure qu'elle s'installe. Et comme vous savez, mon mot d'ordre, c'est penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Il y a quand même dans ce pays beaucoup de difficultés aujourd'hui, des difficultés de vie chère, des difficultés. La vie chère, c'est pas seulement l'alimentaire, c'est aussi tout, c'est les pièces automobiles, c'est tout ce qui concerne la Guadeloupe. Des difficultés pour la réception avec des avions, on parle de billets d'avion trop chers. Votre position sur ça, votre discussion avec le gouvernement, qu'est-ce que ça ramène? Non, mais comme j'ai eu l'occasion de dire, il y a un système en place et qui va concourir à ce que la vie soit chère, que nous ayons toutes ces difficultés. Il faut que nous ayons nos propres stratégies, nos propres marges de manœuvre. Comment voulez-vous que la tomate qui vient de Paris ou de Bordeaux soit en Martinique ou en Guadeloupe au même prix que Bordeaux ou de Paris? Donc il faut faire en sorte que les prix diminuent, mais il faut surtout faire en sorte que la tomate soit produite en Guadeloupe et que nous n'ayons pas à attendre le bateau, l'avion pour le faire. Mais je suis conscient qu'on ne pourra pas faire ça pour tous les produits. Mais cela nous permettrait en quelque sorte de mettre en place de véritables actions, stratégies. Je pense que nous avons donc des bateaux de croisière. Quand ils viennent, si nous avons des productions suffisantes, ils vont pouvoir s'approvisionner à chaque scale au niveau de la Guadeloupe. Et sur le plan économique, c'est une bonne chose. Donc ce sont donc des exemples comme ça, mais qui nécessitent qu'il y ait une prise de conscience. Bien, nos compatriotes de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, etc., on garde des liens avec leur pays. Ils viennent souvent. Donc c'est quand même important qu'on puisse leur dire ce qui s'y passe, ce qu'on fait. Et puis souvent le contact qu'ils ont, ce sont des nouvelles parfois un peu fracassantes du pays, parfois désespérantes aussi. Eh bien il faut venir leur dire qu'il y a de très belles choses qui se font en Martinique et par exemple en Guadeloupe également et qu'il faut commencer à réfléchir pour certains à un retour au pays. Oui, parce que là, c'est très Guadeloupe. Hein. En tout cas, non, on m'a dit qu'il y a des îles d'autres territoires, mais en tout cas, c'est lié par le mouvement de Guadeloupe. Martinique, est-ce que vous êtes, vous cherchez des ponts, des liens avec l'île sœur, comme on dit? Eh bien, on a quelques sujets communs, dont 2 qui sont tout ce qui est dérèglement climatique. On prend de plein fouet les effets du dérèglement climatique avec énormément de tempêtes, de cyclones, de plus en plus dévastateurs. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques années à Saint-Martin avec les ravages de Irma qu'on voit toujours. Et puis l'autre sujet, c'est la dépression démographique. Nos 2 pays sont en forte
démographique très importante. Autrement dit, si on n'est pas sensible à ça, si on n'y travaille pas, ce sont des pays qui sont amenés à disparaître dans les 50 ans qui viennent. Il y a un lien de défiance de la population envers ses élus depuis un moment et ça s'accentue. Est-ce que c'est des événements comme ça qui permettent de renouer le lien, en tout cas de recréer un lien? Oui, de dire les choses en vérité, parce que malheureusement on a tendance à croire les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus la source d'information majeure de beaucoup de gens et ces moments permettent aussi de dire aux gens la vérité. Parce que le plus souvent, les informations véhiculées par les réseaux sociaux sont des informations qui sont fausses ou alors bourrées de contre-vérités. Donc il faut absolument pouvoir dire la vérité, personnaliser les mandats, qu'on sache ce qu'on fait. Moi, chaque fois que je vais dans des manifestations comme ça, les gens me disent « Ah, je ne savais pas que le Sénat servait à ça. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça au Sénat. » On voit le côté peut-être lustre de la fonction, mais on ne voit pas, par exemple, que ça fait 3 nuits que je ne dors pas, il faut se battre, et on arrive à arracher des acquis, des droits pour nos pays au bout de combats immenses. C'est un travail permanent de 14-16 heures jour. Oui, vous savez qu'en ce moment, on est en recherche d'économie, aussi bien sur le budget de la sécurité sociale qui est extrêmement tendu, c'est des milliards d'euros qui manquent, et également sur le budget de l'État, là aussi extrêmement tendu. Donc, partout, il y aura ce qu'ils considèrent comme étant des niches. Il faut pouvoir les gratter, quelques millions par-ci, quelques millions par-là. Donc, il y a un dispositif, le DEOM, qui permet d'avoir des exonérations sociales jusqu'à 2,2 SMIC. Eh bien, il faut pouvoir les préserver parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la ministre hier soir, on ne joue pas dans la même cour. On n'a pas le même pouvoir d'achat, on n'a pas le même marché de population, donc il faut pouvoir compenser par des régimes d'équité pour permettre à tout un chacun, à ces entreprises de pouvoir survivre, de pouvoir vivre dans des territoires exigus, difficiles, éloignés de centres d'approvisionnement. Donc ce sont des compensations que je trouve équitables. Donc on a réussi à maintenir cet article, on va l'aménager au moment des discussions encore, mais en tout cas il était symbolique pour nous de dire on ne touche pas là le DEOM. Nous sommes avec monsieur le maire de Capesterre, monsieur Courtois, vous voilà aujourd'hui ici à Paris pour cette réunion avec le GISR. Comment vous réagissez suite à tout ce que vous avez entendu ce soir? J'ai envie déjà de féliciter les organisateurs, donc l'initiative du GISR, mais aussi de l'association Accolade, puisqu'on a besoin de ces moments d'échange, des moments aussi pour pouvoir mettre les idées en contradiction, puisqu'on l'a vu ce soir qu'il y a eu donc des positions qui se sont affirmées donc vis-à-vis du regard, on dira donc de nos concitoyens vivant dans l'Hexagone par rapport à la situation de nos territoires donc ultramarins. C'est l'occasion pour nous élus d'expliquer aussi le travail qui est fait, les avancées, les points de blocage et de rassurer sur la volonté qu'ensemble nous puissions donc faire avancer donc nos territoires. Et j'ai simplement envie de dire qu'au-delà donc de ces points de vue qui quelquefois ne vont pas dans le même sens, puisque entre la réalité exposée par le politique et la manière dont les choses peuvent être vues par le citoyen, il est nécessaire que nous puissions aussi comprendre que c'est le jour où élus et population regarderont tous dans le même sens, appuieront ensemble dans la même direction que nous serons forts. Car on n'aura jamais oublié que derrière la casquette d'un élu, c'est d'abord un Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, en fait un habitant qui vit la même situation. Donc on ne devient pas élu avec du jour au lendemain des œillères où on serait fermé et voire sourd à une souffrance. C'est bien parce qu'on est venu pour pouvoir régler les situations, pouvoir user et surtout appuyer là où on a besoin donc d'avoir donc ces relais, ces leviers nécessaires et que c'est ensemble, population et élus, que nous pourrons relever de ces grands défis. Et la Guadeloupe est aujourd'hui inscrite dans cette dynamique de domestication, de plus de responsabilités, plus de pouvoir, pour que nous puissions avoir une loi organique nous permettant donc d'avoir des dispositifs adaptés à notre réalité. Et c'est le processus qui est initié pour que nous puissions donc répondre au mieux aux attentes de chacun. Le président Losbar parle de stratégie et convergence. Dans la situation que nous sommes aussi en Guadeloupe et en Martinique, comment mettre ça en place aujourd'hui, cette convergence? Cette convergence, je crois que nous l'avons déjà initiée en 2021, quand dans le cadre donc de cette crise sociale qui a touché le territoire, l'ensemble des élus, tous bords politiques en Guadeloupe ont su se retrouver et c'est cette dynamique qui aujourd'hui continue à exister donc dans le cadre de cette commission ad hoc qui nous permet donc de travailler sur cette loi organique, sur l'évolution de nos institutions sur le plan local. C'est aussi donc l'appel de Fort-de-France qui a su rassembler
tous les territoires ultramarins de manière à ce que nous puissions démontrer que dans notre unité de vouloir faire respecter nos territoires, faire avancer nos doléances, que nous avons aussi cette capacité à aller interpeller le gouvernement et solliciter surtout des besoins et des moyens qui soient adaptés à la réalité de chaque territoire. Et qu'en réalité, c'est qu'en faisant bloc que nous pourrons aussi donc installer ce rapport de force, puisque manifestement, nous sommes aussi bien contraints de devoir de temps en temps taper du poing pour pouvoir se faire entendre. Vous êtes aussi présent à Paris, je crois que c'est pour la 106e édition du Congrès des maires de France. Quel est comment vous partagez ces rencontres lundi avec les Outre-mer, plus le Congrès des maires en lui-même? Je dirais que j'apprécie beaucoup la nouvelle formule, celle qui multiplie donc les ateliers donc sur les différents dossiers que nous rencontrons au quotidien, parce que c'est l'occasion de pouvoir échanger déjà dans le cadre de cette journée donc des Outre-mer donc sur la réalité ultramarine, mais surtout sur ce congrès de pouvoir aussi constater qu'il y a des difficultés qui se présentent peut-être dans le sud de la France au niveau donc de l'île voilà, de Brest et autres, et qui en réalité ne sont pas si éloignés de nos réalités. Donc il y a là aussi de quoi puiser dans le cadre d'échanges avec nos collègues donc en termes de solutions, en termes de perspectives, et maintenant à nous de pouvoir user donc de chaque occasion pour pouvoir donc nourrir de tout ça et gagner du temps dans le cadre des politiques publiques qu'on doit mettre en place sur nos territoires. Donc le maire de Capesterre, comment va la ville de Capesterre-Belle aujourd'hui? La ville continue de se relever puisque comme vous le savez nous sommes en train donc d'agir pour rétablir donc ce lourd déficit que nous avons trouvé donc à notre arrivée. Nous gardons un territoire qui est très dynamique avec un tissu associatif donc qui multiplie les propositions en termes d'activité pour galvaniser donc l'attractivité, et puis nous continuons surtout à faire en sorte que Capesterre soit un territoire dans lequel chacun se sente bien, parce que ce sentiment de sécurité est pour nous une priorité, et surtout que chacun puisse s'épanouir chez lui à Capesterre et après inviter des entreprises ou autres pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et des emplois. Non, il y a un décalage entre je dirais nos ultramarins ici qui sont dans la revendication, ce qui est tout à fait normal. Et nous qui sommes à 8000 km dans la réalité des choses, où nous devons, comme je l'ai préconisé, à petits pas oser. Oser de façon à pouvoir permettre que nous avancions sur des sujets assez exigeants. La continuité territoriale dont j'en ai parlé, la notion énergétique aussi. C'est aussi l'identité que nous devons parfaire dans chaque territoire afin de démontrer véritablement que nous ne devons pas uniquement nous donner cette vision de la France, mais nous tourner aussi vers la Caraïbe pour nous donner des perspectives et donner à nos enfants demain des perspectives d'avenir. Trop longtemps, nous avons été sujets à avoir cette mentalité qui reste très française dans notre tête. Aujourd'hui, le savoir-faire, le génie guadeloupéen, martiniquais, guyanais doit pouvoir se tourner le dos aux autres pays de la Caraïbe, et le savoir-faire que nous avons, nous devons l'exporter, et c'est en exportant que nous allons avoir cette richesse et pouvoir contribuer à nos territoires de façon à ce qu'il y ait un renouveau. Un renouveau ou du développement? Renouveau, développement, construction, qui puisse permettre véritablement de cette notion de ce que nous sommes, peuple de Caraïbes, peuple antillais, nous faire valoir sur cette scène géographique. Car sachez très bien que il a été dit, il est compris que l'Afrique tourne le dos à la France. Donc c'est là que nous devons être créateurs et que nous puissions faire valoir toute la richesse que nous avons, qui puisse permettre véritablement à ce que nos enfants ne s'exportent pas en France, mais qu'ils puissent rester véritablement sur nos îles et pouvoir contribuer au développement. Alors, comme je l'ai dit, j'étais à l'initiative de celui qui a créé le billet de deuil, qui puisse permettre à ce que les familles puissent bénéficier d'un billet à un prix modéré lors d'un deuil pour pouvoir accompagner ces familles pour pouvoir voir leurs défunts aux Antilles ou même aussi en France. Aujourd'hui, je suis sur cette notion du billet du défunt, qui puisse permettre à ce que le défunt soit considéré comme un être humain. Dès lors que le défunt est décédé, il est considéré comme une marchandise, il est pesé au poids et les prix peuvent varier de 2000 à 3000 suivant la corpulence de la personne. Là, ce n'est pas le secteur pompe funèbre, c'est le secteur transport. Donc il faut que tout un chacun puisse le savoir. Nous devons avoir de la dignité et faire comprendre au gouvernement que ça doit
cessé et qu'aujourd'hui, on doit avoir un prix comme on a eu un prix pour pouvoir voyager. Le défunt doit avoir un prix pour pouvoir retourner sur sa terre natale. Et j'ai eu cette expérience lors du Covid, lors aussi bien de la canicule qu'il y a eu en France et qui ont permis à ce que des familles n'ayant pas de moyens nécessaires, les défunts ont dû être inhumés sur place dans l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est la loi de 1887, la loi des funérailles, qui dit qu'on ne doit pas faire obstacle au mode de sépulture. Donc il est nécessaire que nos élus, j'ai dit qu'il y a le sénateur Théophile, il y a d'autres élus qui doivent se pencher pour parfaire cette loi, pour que cette loi puisse apparaître, ce que je vais appeler le billet du défunt. Le billet du défunt, mais il y a aussi eu à un moment donné le billet Karam, qu'on a appelé ça. Je suis à l'initiative du billet Karam. Oui, je sais, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, elle n'est pas popularisée. Tout Antillais, tout Domien doit savoir, ultramarin doit savoir qu'il bénéficie d'un billet de deuil qui puisse permettre d'aller voir et accompagner sa famille décédée. Que ce soit Air France, Air Austral, Air Caraïbes et Corsair, ils doivent appliquer cette loi qui a été faite. Donc je sollicite les familles à bien être informées que le billet de deuil existe et qu'ils doivent en faire usage. Alors oui, le rôle exact, je suis le coordinateur de cet événement, c'est-à-dire on organise avec le JISR et ça fait 3 ans qu'on organise ce genre d'événement. Alors nous, au niveau de notre association, c'est de mettre en relation les Domiens qui vivent ici avec leur territoire en quelque sorte, avec leurs élus, de les faire connaître et ensuite aussi de répondre à leurs doléances pour les gens qui vivent ici. Est-ce qu'il y a vraiment, au sein de la communauté des Domiens qui sont ici, c'est important d'avoir les élus qui viennent, qui expliquent ce qu'ils font, qui proposent des choses. Vous ressentez qu'il y avait un besoin? Si, quand même, il y a un besoin parce que dans la mesure que nous, c'est ce genre de questions qu'on pose d'une manière permanente. Que font les élus? À quel niveau? Qu'est-ce qu'ils font réellement et concrètement? Alors, c'est ici, on peut leur donner l'occasion de s'exprimer, de savoir réellement, concrètement, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, c'est un petit peu ça. Et ensuite, bon, effectivement, aujourd'hui, ils ont choisi le terme de la continuité territoriale, enfin, l'évolution institutionnelle des territoires. Donc là, il y a les 4 territoires, ils sont là. Donc c'est le moment de savoir quelles sont les mesures, quelles sont en termes de politique qui vont réellement appliquer pour tel territoire. C'est-à-dire quels produits nous produisons et quels produits nous faisons venir chez nous. Donc je pense que le débat de l'autonomie alimentaire, il faudrait peut-être l'écarter. Sinon, pour la démographie, comment comptez-vous renforcer l'attractivité de nos territoires? À travers quel projet, quelle démarche? Parce que ça, M. Lefebvre parlait de l'hôpital et du fait que les étrangers puissent venir se soigner pour amortir le coût des installations et des appareils. Sinon, la seconde puissance maritime au niveau de la Caraïbe, certes, mais quel projet de protection de la pêche? La question est pour M. Lefebvre. Il faut savoir que j'ai déjà participé à ces séances, notamment la dernière c'était avec le Cœur des Mers de Guadeloupe. Donc moi je vais poser une question sur l'emploi. Je suis travailleur social, éducatrice spécialisée et je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs dont dans mon foyer il y a beaucoup de jeunes d'outre-mer, notamment de la Guadeloupe. Alors ma question est la suivante, je voudrais savoir comment les structures, notamment les missions locales, même si c'est l'État et Pôle emploi, travaillent avec les jeunes qui sont des Antilles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des jeunes qu'on a, nous travailleurs sociaux qui arrivent ici, ils arrivent pour travailler ou pour poursuivre leurs études, mais du moins quand ils viennent pour travailler, la plupart sont suivis par des conseillers, conseillères de Pôle emploi et des missions locales des Antilles, mais ils me disent que comme quoi les missions locales et Pôle emploi sont ouverts que le matin. Alors quand on travaille avec la jeunesse, il faudrait peut-être changer les horaires et s'adapter aux jeunes. Effectivement, concernant les terres agricoles, les terres agricoles, etc. La moitié des terres agricoles en friche. Papa Casini, c'est pas planté. Ni en l'eau terre, ils n'ont pas planté. Ils n'ont pas planté. Attends, donc quand je donne ces explications, c'est-à-dire les terres ne sont pas cultivées.
Et je peux en parler très bien puisque le département, c'est le principal propriétaire foncier au niveau de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui se trouve? Il y avait une terre qui était exploitée par mon grand-papa. Ah bien, c'est terre du département, mais parce qu'il travaillait. Il était agriculteur. Ah bien, ses enfants, estimé comme c'était papa qui était travaillé là, ça, ah bien, c'était à la fin. Et dès là, ça, il va exploiter. Il peut péter comme ça en friche. Et péter comme ça qui est en friche. Et si vous voulez, ce n'est pas des supports pour permettre un développement. Moi, en tant que responsable politique et en tant que président du département, j'ai lancé un audit pour évaluer chaque parcelle. Il faut évaluer chaque parcelle occupée, qui situation à parcelle là, ça, qui niveau de fertilité, et aussi si occupé, si pas occupé, de manière à mettre là, ça à disposition à les jeunes qui veulent faire l'agriculture. Ça, c'est un gros souci, il y a peut-être des hectares, des milliers d'hectares de terre qui là, qui gagnent et ça, c'est en démarche de café. Quand j'entends, effectivement, en tant que jeune, nous n'avons pas présenté un projet ce soir. On a présenté une perception. Moi, j'ai eu l'occasion de présenter une perception au niveau donc, de la Guadeloupe et comment on devrait faire évoluer donc, les rapports. Et personnellement, je disais aussi que pour un territoire, pour que les jeunes ne puissent pas partir revenir, il faut de l'attractivité. Il faut de l'attractivité. Mais l'attractivité, c'est économique. L'activité, c'est culturel. Peut-être là où on est 50 ans, 60 ans, ça part. Mais là où ils sont jeunes, vous voulez une activité culturelle. Même si tu travailles, tu veux qu'il y ait de l'activité culturelle. Et c'est pour cela qu'en tant que président du département, je veux initier la production, la création, la manifestation au niveau culturel. Mais nous n'avons pas présenté donc, de projet. En tant que jeune, comment tu peux dire que l'autonomie alimentaire ne te concerne pas? Tu es un jeune étudiant. Comment tu peux dire qu'on n'aborde pas le problème de la jeunesse quand on parle de la santé? Comment tu peux dire qu'on ne parle pas de problème de la jeunesse quand on parle de la nécessité d'avoir une autonomie, une souveraineté énergétique? Ce sont donc des questions, puisque ce soir on n'a pas présenté un projet, etc. J'ai évoqué un certain nombre d'éléments, cette nécessité que nous ayons conscience et que nous soyons dans une stratégie. Puisque en tant que jeune, il t'appartient de t'informer, peut-être effectivement autonomie alimentaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors il y a une multitude de possibilités. Voilà, je viens de dire qu'il y a beaucoup de terres en friche et qu'il va falloir les cultiver. Voilà les stratégies qu'il peut mettre en place. En tant que jeune étudiant, je ne sais pas si c'est en médecine, si c'est en finance ou autre, il y a aussi des opportunités en matière de stratégie qu'il va falloir développer. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut que nous soyons dans une démarche de responsabilité. Et le gros problème, c'est que soit nous attendons et nous disons, bon, qu'à la France fait, qu'à Préfet l'a fait, qu'à l'OSBA fait, qu'à Chalice fait, qu'à l'Éthiopie fait, etc. On doit pouvoir compter sur soi-même. Chacun d'entre nous, on a cette capacité d'apporter sa contribution. Pas obligé d'attendre que l'OSBA dise ça, il fait ça, pas fait ça, etc. Moi, j'ai une responsabilité suprême en tant que président du département, j'assume. J'ai entendu évoquer donc, les problèmes, je crois que c'est monsieur qui évoquait les problèmes d'emploi. En tant que président du département, on a près de 200 personnes à recruter. 200. Et toute la difficulté, parfois, c'est de pouvoir recruter. Il me manque le directeur financier. Il me manque le directeur des ressources humaines. Il me manque le directeur de marché. Donc, tous ces éléments, c'est cette complexité. Et en fait, même si vous êtes à 8000 km, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut pouvoir maîtriser et mieux comprendre le fonctionnement sur le territoire. O News Radio sur outremernews.fr.